JJ, well, Jay, they come the gangsta, no one ain't. Welcome! We are super excited to introduce Brain, the brain. a completely new experience for Omnisphere. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des podcasts de l'antifragilité. Je suis vraiment heureux de commencer cette émission, là, cet enregistrement de podcast. Ça me tenait à cœur depuis un moment. Moi qui tiens Verisme TV, c'est Pierre qui est en train de vous parler, là. Je me suis pas encore présenté, c'est mal poli de ma part. Je tiens Verisme TV, qui est une chaîne YouTube qui a plus de 3 ans maintenant, il me semble, et qui est suivie par un peu plus de 50 000 personnes. Alors, quand je dis ce chiffre-là, ça me fait toujours un effet un petit peu abyssal de me dire qu'il y a vraiment 50 000 personnes, un chiffre tellement grand que un cerveau humain, généralement, ne peut pas se le représenter, qui écoutent, qui s'abonnent à un contenu que je donne sur Internet, que je partage, et qui tourne autour d'une passion. Et cette même passion rassemble 50 000 personnes. Ça, c'est absolument dingue. C'est la passion du vivant, c'est la passion de la compréhension de la physiologie humaine, de l'anatomie, des processus internes de notre corps. C'est ce que j'essaie de transmettre dans Verisme TV, c'est les grands principes, les lois du vivant, afin qu'on redevienne peut-être quelque chose qu'on a perdu, c'est l'autonomie, qu'on redevienne autonome, qu'on se réapproprie une certaine forme de compréhension dont on ne peut pas se faire l'économie de nos jours, sous peine d'être mené par le bout du nez, par un système qui est avant tout basé sur l'exploitation, la consommation du vivant, et non son respect, non la voie de la nature qu'on devrait tous suivre. Alors je fais exprès d'utiliser ce terme de voie de la nature, car une de mes nombreuses formations, ça a été la naturopathie. Et la naturopathie vient de l'assemblage des deux termes anglais, nature et path, qui veut dire chemin de la nature, voie de la nature. Et toute la réflexion d'un naturopathe, donc, qui est un thérapeute qui va prendre une personne dans sa globalité, qui va regarder tout son aspect de l'hygiène de vie, que ça aille de l'alimentation à l'exercice physique, en passant par la manière dont elle respire. Tout est pris en compte, tout est regardé d'un point de vue holistique et global. Eh bien, cette philosophie, cette ligne rouge qui sous-tend la réflexion du naturopathe, c'est: est-ce que je fais est conforme à la nature? Est-ce que le conseil que je donne est conforme à ce que je peux observer autour de moi dans l'environnement naturel de l'être humain? Force est de constater qu'on s'est extrêmement éloigné de cet environnement naturel, pour ne pas dire parti à l'exact opposé. C'est même pas qu'on s'en est éloigné, c'est qu'on a fait un 180 degrés. Le but de ce podcast, ça va pas être de répéter ce qui s'est passé sur Verisme TV depuis 3 ans, c'est-à-dire ça va pas être de représenter en détail le système endocrinien, le système nerveux, le système digestif, le foie, le pancréas, etc., et de vous refaire tout le topo sur les hormones et tout ce qui se passe. Je pense que qui plus est, le format vidéo s'y prête plus, puisque dans Verisme TV, j'ai un tableau et je peux faire des schémas et je rentre plus dans les détails. Dans les podcasts de l'antifragilité, ça va être plus de parler de concepts, ça va faire des interviews, de faire intervenir d'autres personnes, de faire des collaborations avec des gens pertinents qui ont des choses intéressantes à dire, et de cheminer tous ensemble vers plus d'autonomie. Voilà, c'est avec une grande humilité que je déclare ça, mais je pense que se réapproprier une forme de connaissance et de compréhension du monde qui nous entoure, c'est un pas de plus vers l'autonomie. Et quand on se réapproprie ce pourquoi derrière nos actes, quand on comprend pourquoi on fait quelque chose, c'est la même façon, c'est de la même manière, c'est l'approche que j'ai de la santé, c'est-à-dire que si vous comprenez les grands principes du système digestif, hormonal et nerveux, vous allez comprendre pourquoi et comment vous devez
constituer votre assiette, ce que vous devez ou ne devez pas mettre dans votre assiette. Ça devient du bon sens. Et donc on vous la fait plus. C'est-à-dire vous êtes plus dépendant, vous êtes autonome, vous êtes plus dépendant de l'avis de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne. Vous êtes plus dépendant d'un dogme externe qu'on impose sur vous, c'est-à-dire vous ne suivez plus le régime X ou Y, vous n'écoutez plus un tel qui a dit que c'était bon de manger ceci ou cela. Vous le faites parce que vous avez passé au crible de l'expérimentation ces grands principes. C'est-à-dire vous avez compris les grands principes du système digestif, vous savez à quoi sert l'estomac par rapport à l'intestin grêle, par exemple. Vous expérimentez de votre côté une certaine forme d'alimentation. Vous essayez par la meilleure forme d'empirisme qui est l'essai-erreur. Vous essayez des choses, ça marche. Vous en essayez d'autres, ça ne marche pas. Vous rejetez l'inutile et le superflu. Vous gardez l'utile et vous avez ce qui fonctionne pour vous à un instant T. Tout en gardant l'humilité que plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard ou même le lendemain, ces besoins auront changé et la formule aura changé. Et les besoins du jour seront différents des besoins du lendemain, seront différents des besoins d'hier. Donc voilà tout le projet derrière les podcasts de l'antifragilité. Ça va être d'exposer des grands principes et de discuter autour de ça pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et devenir plus autonome. Alors, il faut quand même que je commence ce premier podcast par ce terme d'antifragilité. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien normal. Antifragile. C'est une entrée qui n'existe pas dans le dictionnaire et ce terme nous a été implémenté en tout cas popularisé par Nassim Nicholas Taleb, qui est un des penseurs les plus influents et les plus pertinents selon moi de notre temps. Il est toujours vivant, il nous est contemporain. Et ce monsieur, Nassim Nicholas Taleb, présente 3 grands principes. Le principe de fragilité, le principe de robustesse et le principe d'antifragilité. Pour lui, ce qui est fragile, c'est par exemple Damoclès. Vous savez, l'épée de Damoclès, tout le monde connaît l'épée de Damoclès, ce conte qu'on raconte. Eh bien, Damoclès, c'était un roi ou un prince qui, au-dessus de son lit, avait une épée qui pendait et qui n'était retenue que par le crin d'un cheval. Donc un tout petit filament, un tout petit fil qui tenait une épée au-dessus de son lit. Et si ce fil se rompait, eh ben, évidemment, l'épée lui tombait dessus et c'était la mort assurée. Donc tout ça, cette situation est extrêmement fragile. On comprend bien qu'une petite perturbation, un petit tremblement dans les murs ou dans le plafond ferait rompre ce tout petit filament de crin de cheval. On est extrêmement fragile. La moindre fluctuation peut engendrer le chaos et une rupture du système, un effondrement du système. Ce qui est robuste, c'est par exemple le phénix. Vous savez, cet animal mythologique qui renaît de ses cendres. Eh bien, le phénix, on a beau lui taper dessus, on a beau le tuer, il meurt, mais il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres, certes, mais toujours au même niveau. Il n'y a pas d'amélioration. C'est peut-être un être immortel, mais il ne renaît pas plus fort. Grosso modo, il n'apprend pas de ses erreurs, et les épreuves qu'il traverse, aussi dures soient-elles, ne le renforcent pas. Pour prendre une autre analogie, on pourrait dire que ce qui est fragile, c'est une porcelaine, tout simplement, un objet extrêmement fragile que si vous lâchez ou si vous secouez un peu trop fort, il casse. Ce qui est robuste, on imagine un objet en métal, quelque chose de dur et qui est robuste. Et évidemment, on va penser tout de suite à des individus fragiles, robustes. On voit bien dans notre tête des figures très représentatives de ces deux concepts. Vient le terme d'antifragile. L'antifragilité va être représentée par Taleb par l'hydre. Vous savez, l'hydre de Lerne que combat Héraclès, si je ne dis pas de bêtises, dans ses 12 travaux d'Hercule.
L'hydre de Lerne, son problème, ou en tout cas son problème, non justement, c'est sa force, le problème d'Héraclès plutôt, c'est que quand on lui coupe une tête à ce monstre mythologique, 2 en repoussent. Donc c'est une espèce de dragon à plusieurs têtes. On lui coupe une tête, 2 en repoussent. Donc non seulement il est immortel comme le phénix, mais en plus à chaque fois qu'il devrait mourir, il renaît plus fort. Ça, c'est l'antifragilité. Ça aime les chocs. Ce qui est antifragile aime être secoué. Il se bonifie face à la volatilité. Derrière le terme volatile, vous pouvez entendre le terme hasardeux aussi. L'exposition aléatoire à des événements. Donc des événements qu'on ne peut pas prévoir. Des événements hasardeux, aléatoires. Donc l'hydre est antifragile. Et la bonne nouvelle que nous donne Taleb, c'est que notre physiologie l'est aussi. Nous, les humains, et tous les systèmes complexes sont antifragiles. Qu'est-ce qu'un système complexe ? C'est un système qui est ouvert. Qu'est-ce qu'un système ouvert ? C'est un système qui n'est pas fermé. Et qu'est-ce qu'un système fermé ? C'est un système qui ne subit aucune interaction avec son environnement. On pourrait prendre l'exemple d'un tube à essai fermé par un bouchon, et encore, ce tube à essai recevrait, en tout cas le contenu du tube à essai, recevrait de la lumière, de la chaleur de l'extérieur, il aurait une interaction quelconque avec son environnement. Donc ce serait pas vraiment un système fermé. Système fermé, c'est vraiment une expérience de pensée, parce qu'en réalité, c'est très difficile à trouver. Un système ouvert, donc, subit constamment les fluctuations de son environnement. Il est en constante adaptation par rapport à cet environnement, et c'est grâce à cette volatilité, ces petites pics, au fil du temps, qu'il va se renforcer, il va se bonifier par rapport à ça, jusqu'à un certain point. Parce que notre fameuse hydre de Lerne, comment Hercule arrive à l'abattre ? Il a fait brûler, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un stress qui est tellement intense dans le système que ça peut s'effondrer, que tout le système, s'il connaît un incendie global, il peut s'effondrer, certes. C'est pour ça que il faut cultiver, et c'est la leçon de l'antifragilité, une volatilité, une exposition au hasard sur le long terme, et non pas chercher la linéarité chronique, à aplanir les événements qui nous entourent, sous peine de connaître à un instant T un événement cataclysmique. C'est-à-dire un choc tellement grand qu'on ne pouvait pas le prévoir évidemment, mais qui fout en l'air tout le système. C'est exactement ce qui a été étudié par Taleb dans la finance. Quand il a parlé du crack de 2008, où il disait très bien que depuis des années et des années avant le krach boursier de 2008 et l'affaire Lehman Brothers, il expliquait très bien que cette recherche mordicus de linéarité dans le système financier et bancaire, c'est-à-dire vraiment assurer sur le long terme, essayer de réguler au maximum pour qu'il n'y ait pas de sursaut, pas de fluctuation, va au détriment, au détriment du système. C'est pas parce qu'il ne se passe rien et que c'est le calme plat que c'est parfait. Au contraire, si vous voulez prendre soin d'un système, permettez-le lui de fluctuer, de s'adapter et de connaître des perturbations régulières, mais des petites perturbations. Et ces petits feux, comme un incendie de forêt, et c'est vraiment une image qui est prise également, une allégorie qui est prise, dans les grandes forêts, pour éviter les gros incendies qui pourraient ravager l'ensemble de la forêt, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des petits feux qui brûlent les bois morts par-ci par-là, des petits tas de bois morts, et comme ça, le sol est débarrassé de ces tas de bois morts, et comme ça, nous empêchons les grands incendies de forêt de prendre. C'est exactement pareil pour l'antifragilité. L'un fluctue, l'autre sursaute. C'est vraiment une image très intéressante que nous donne Taleb, c'est-à-dire imaginez une ligne droite qui d'un coup d'un seul, tombe vers le bas. Donc vous avez une courbe
qui est parfaitement plane, à l'horizontale, et d'un coup, elle tombe. Ça, c'est un système fragile. C'est un système qu'on veut épargner de toute perturbation. Mais en voulant l'épargner et en le mettant dans un cocon bien douillet, le jour où il y a une urgence, une péripétie, un élément hasardeux qu'on n'avait pas prévu, il ne sait pas s'adapter, il ne sait pas réagir, et là tout explose. Un système antifragile, il fluctue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tout d'un coup, la ligne n'est pas droite, elle n'est pas plane, elle connaît plein de soubresauts, elle connaît bien plein de petits sauts, en haut, en bas, elle fluctue, comme une mer légèrement agitée. Alors c'est pas la tempête, justement, elle est légèrement agitée. Et cette petite dose de stress quotidienne fait que le système est toujours sur ses gardes. Taleb prend un autre exemple de la vie courante et il compare deux emplois, le chauffeur de taxi et le banquier. On pourrait dire, de prime abord, que le banquier, c'est quand même une situation plus envieuse à celle de chauffeur de taxi. Il y a la sécurité de l'emploi, le salaire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait attribuer au banquier. Le taxi, il est à son compte, il n'est pas sûr du lendemain, il y a beaucoup de concurrence dans sa zone, etc., etc. Certes. Mais maintenant, si on étudie ça du point de vue de l'antifragilité, en fait, notre chauffeur de taxi, il aura toujours de l'optionnalité. C'est un autre concept très cher à Nassim Nicolas Taleb. C'est-à-dire que si jamais du jour au lendemain, dans son quartier habituel, dans son réseau, il y a moins de clients, il sait qu'il peut changer de quartier. Il sait qu'il peut même carrément changer de métier. Peut-être que le fait d'être chauffeur de taxi depuis tant d'années l'a rendu spécialiste de sa ville. Il pourrait très bien faire guide à New York, s'il est chauffeur de taxi à New York, parce qu'il connaît tous les noms de rues et les noms de quartiers, et il pourrait faire visiter New York à n'importe qui. Il pourrait être également garagiste, parce que le fait d'être dans sa voiture au quotidien a fait qu'il est devenu un as hors pair de la mécanique. Il pourrait être critique, lancer un blog sur l'automobile, parce que l'automobile c'est sa grande passion, et il connaît toutes les marques de voitures, il connaît tous les modèles, et il pourrait faire très bien un très bon critique au niveau du guide de conduite. Il pourrait se mettre à l'auto-école, lancer sa propre auto-école, toujours à son compte. Bref, le fait d'être chauffeur de taxi lui a donné énormément de possibilités, d'optionnalité, et il n'est pas un tributaire des aléas dans sa ville. Il peut très bien y avoir une récession, il peut très bien y avoir tout d'un coup une pandémie et donc zéro touriste. Il pourra reconvertir ses facultés dans des formations en ligne sur comment passer son permis, apprendre son code, etc. Bref, comparons ça maintenant au banquier. Le banquier est certes à la Société Générale, à BNP, chez Lehman Brothers, qui n'existe plus, chez Goldman Sachs, dans une grande banque. Certes, c'est une grosse entreprise et son salaire est important, plus important même que celui du taxi, et beaucoup plus lissé. Il gagne le même salaire chaque mois. Certes, ça paraît bien, et pourtant, il est complètement tributaire d'un krach boursier, d'une crise économique ou financière, comme on a pu le connaître en 2008, comme on a pu le connaître en 1929, comme on a pu le connaître à cette période de crise de la Covid-19, et connaître un licenciement surprise pour lui, massif pour l'entreprise, où tout d'un coup on licencie des milliers de personnes d'un seul coup. Et là, ce banquier qui ne sait faire qu'être banquier se retrouve à la porte de son entreprise. Et une banque qui fait faillite, elle fait faillite parce qu'aussi les autres banques font faillite. Donc si tout le secteur banquier est à la ramasse, notre ami banquier au chômage, il va vraiment être à la peine de trouver un nouveau boulot. Donc on voit bien comment
Une situation complètement lisse n'est pas gage de sûreté et qu'un emploi qui connaît de l'incertitude au quotidien est peut-être plus enviable. Notre chauffeur de taxi est beaucoup plus antifragile. Ça vous donne une idée de comment diriger aussi votre vie et quels choix vous pouvez faire au niveau de vos carrières professionnelles. C'est aussi quelque chose que je veux aborder dans ces podcasts de l'antifragilité. Un autre exemple de l'antifragilité dans ces systèmes complexes, c'est de prendre un système à une autre échelle. Prenons la restauration. Donc un système complexe où on a du mal à discerner, en tout cas il y a pas l'élément vivant à l'intérieur. On avait des êtres humains avant, notre chauffeur de taxi et notre banquier. Dans la restauration, c'est conceptuel, mais ça va vous parler. Prenez une ville ou même un quartier où une dizaine ou une centaine de restaurants sont implantés et se font concurrence. Ils se font une saine concurrence. S'il n'y avait pas de concurrence entre chacun, les menus ne s'amélioreraient pas, les chefs n'essaieraient pas de faire preuve d'innovation et d'inventivité pour renouveler la carte. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que ce qui est mortel pour l'unité profite au groupe. On connaît tous la maxime de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On peut la transformer et dire que ce qui me tue renforce le groupe. C'est ça l'antifragilité. C'est-à-dire qu'au niveau unitaire, chaque restaurant est fragile. Au niveau, par contre, du groupe de la restauration, là, il est antifragile. C'est-à-dire que chaque restaurant va connaître des problèmes. Il va y avoir une période où il y aura beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de passants, où il va y avoir des modes. C'est-à-dire que si un restaurant s'est lancé sur les hamburgers, il a commencé sa carrière comme ça a très bien marché les 3 premières années, c'était la mode, mais c'est passé de mode. Maintenant, on est sur le kebab. Tout le monde se désintéresse du burger, le restaurant pourrait faire faillite si il ne se renouvelait pas. Il s'adapte. Il va renouveler sa carte, il va pourquoi pas proposer du kebab. Il va pourquoi pas s'orienter vers une nourriture plus hétérogène avec de l'asiatique, avec du sushi, que sais-je. Ça, c'est l'optionnalité. Ça, c'est l'antifragilité. C'est l'adaptation constante à l'environnement qui change. Les événements hasardeux. On a vu pendant la crise actuelle sanitaire que tous les restaurants ont énormément souffert et que beaucoup se sont tournés vers la vente à emporter et ont réussi à sauver leur business en s'adaptant, en proposant juste un comptoir où les gens venaient chercher leur panier repas. Et voilà comment ils s'adaptent. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas une saine concurrence, parce qu'on voit bien aussi que les restaurants se regardent entre eux, ils savent ce que font les voisins, etc. Ils vont étudier la concurrence, ils vont vouloir se challenger, et si un restaurant qui ne marchait pas avant tout d'un coup a un mois sur l'autre beaucoup plus de clients parce que le chef a proposé une nouvelle carte ou le restaurant même a changé de concept, tous les autres concurrents vont regarder et vont peut-être s'inspirer de ça. Et donc, on va élever par le haut la qualité de la cuisine proposée. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas cette saine concurrence. Imaginons que tout soit lissé et qu'il n'y ait pas de volatilité et pas de risque. C'est-à-dire, toujours autant de clients, une même consommation, le même plus ou moins budget dépensé par client, par tête de client dans le restaurant, le même chiffre d'affaires, pas besoin d'engager ni de mettre à la porte du personnel. On ferait un nivellement par le bas, c'est-à-dire que la qualité des menus proposés serait complètement aplanie et on aurait du fast-food partout, c'est-à-dire cuisine rapide, simple et pas cher, mais aussi dégueulasse. Mais aussi, on serait très loin de la bistronomie, voire du restaurant gastronomique, justement. Donc, on chercherait pas à l'élévation du niveau.
Donc chaque restaurant est mortel, la restauration est antifragile. Ça, c'est fondamental. Il y a toujours bien sûr, une possibilité de faire tomber le système de la restauration. On l'a vu avec la crise du Covid, c'était limite, c'était très dur pour les restaurants. Et si on avait augmenté les restrictions et la contrainte, et en plus qu'on avait augmenté la durée, on sentait bien que c'était possible de faire tomber complètement tous les restaurants. On voit bien la possibilité de la chose. Mais c'est cataclysmique, c'est catastrophique. C'est vraiment une dose de contrainte extrême, qui sans doute n'arrivera jamais. Donc l'antifragilité, certes, mais toujours à un certain point. Et je souligne ce terme-là, ce point-là, parce il faut le mettre en lien avec l'hormèse. L'hormèse, ce terme qui m'est cher et que je partage de long en large sur Verisme TV, sur mon site internet, hormèse.com, donc là, on ne peut pas se tromper. C'est moi qui ai ce nom de domaine en France, parce que très peu de gens en parlent. Et pourtant, comprendre les lois du vivant, comprendre l'homéostasie, l'hormèse, l'homéorésie, ces trois notions, ces trois principes du vivant, dont je vous parlerai plus en profondeur dans les prochains épisodes, c'est comprendre le monde qui nous entoure, et comme je vous l'ai dit au début du podcast, c'est un pas de plus vers l'autonomie. On vous la fait plus une fois que vous comprenez ces principes-là. Et l'hormèse, c'est un principe qui nous dirige. C'est un principe en nous. C'est ce principe d'antifragilité des systèmes. Mais dirigé vers la physiologie du vivant. Donc là, on va pas parler de concept, on va parler de banque, ni de restaurant. On va parler des cellules, etc. Et donc, comme je le disais pour l'antifragilité, notre système est hormétique. Il connaît des processus hormétiques. C'est-à-dire que chaque cellule, par exemple, si on prend le système cellulaire, on pourrait très bien en prendre aussi notre biotope intestinal, c'est-à-dire les bactéries et les virus qui nous composent. Mais prenons les cellules qui nous composent. Vous savez qu'on est plus bactérien que cellulaire, ça aussi on y reviendra. Prenons les cellules qui nous composent, donc les milliards de cellules qui nous composent. Chacune des petites cellules, que ce soit un globule blanc, que ce soit peu importe, une plaquette, que ce soit une cellule de vos muscles, peu importe, une cellule hépatique de votre foie, chaque cellule est mortelle. Elle est faible. Elle est fragile. Elle peut connaître une invasion, une bactérie, un virus, peu importe, une molécule pro-inflammatoire, une dégénérescence. Elle peut connaître une chose qui la fasse mourir, qui la pousse au suicide aussi. C'est que les lymphocytes T cytotoxiques, donc certains types de globules blancs, peuvent pousser au suicide d'autres cellules si, encore une fois, elles sont infectées par un virus, etc. Ou elles sont au bord de la mort. Donc chaque cellule est mortelle, mais les systèmes sont antifragiles. C'est-à-dire que la mort d'une cellule va informer les autres cellules et que le système, par exemple, immunitaire, ou bien le système hormonal, ou bien le système nerveux, va se renforcer. Si on prend les globules blancs, les lymphocytes B, T et tous ceux qui composent les globules blancs qui composent le système immunitaire, leur mort unitaire va renforcer le groupe entier. Comme notre restaurant renforçait la fébrilité d'un restaurant, renforçait toute la restauration. De la même manière, le système nerveux est composé des neurones, des cellules gliales, etc. Chaque neurone, chaque cellule gliale, tout ce qui compose le système nerveux, c'est fragile. Mais le système nerveux en tant que tel profitera des petits soubresauts, des petits chocs et stress du quotidien. Il va se renforcer. Alors ça se cultive. Ça se cultive. Ce qui est bien, c'est que l'évolution nous a dotés d'un cortex. C'est-à-dire que ce qu'on a acquis le plus récemment dans l'histoire de l'évolution au niveau de notre cerveau, c'est la partie externe, c'est la couche, c'est l'écorce de notre cerveau.
comme l'écorce d'un arbre. Imaginez qu'un arbre, son écorce, c'est ce qui lui permet de réfléchir, d'avoir une réflexion profonde, de se demander pourquoi. Il fait telle ou telle chose, pourquoi il a des branches, pourquoi il a des feuilles, pourquoi il a des racines. S'il avait la capacité de se demander pourquoi et de donner du sens à son environnement, l'arbre serait comme l'homme. Nous avons ça. Nous avons un cortex qui, parce que nous a doté d'une réflexion, alors c'est une épée à double tranchant, hein, c'est à la fois un cadeau, mais un cadeau peut-être un petit peu empoisonné, parce que on est très bon aussi à se créer des nœuds dans le cerveau et à se créer nous-mêmes nos propres problèmes à force de réflexion. Mais c'est aussi une bénédiction, ça nous permet de philosopher tous ensemble, de faire un podcast, d'écouter un podcast, et de parler d'antifragilité et d'hormèse. Et donc notre cortex nous permet cette belle réflexion autour des systèmes. Et donc notre hormèse, c'est la norme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on a cultivé un monde où on recherche le confort mordicus, à tout crin. En hiver, il faut mettre le chauffage, en été, il faut mettre la climatisation. On croit protéger les gens qu'on aime en leur mettant une écharpe autour du cou, en leur empêchant de porter quelque chose de lourd dans les marches de l'escalier. Et moi, je dis souvent, quand la gentillesse, malheureusement, peut se faire au détriment du bien-être d'une personne. Et je dis souvent à ceux que j'aime, je vous aime trop pour vous épargner cet inconfort. C'est-à-dire que dans l'inconfort va nous renforcer. Toujours à un certain point. Hein. Comme je l'ai déjà dit, l'antifragilité et l'hormèse, c'est jusqu'à un certain point. Mais épargner à votre grand frère, à votre petit frère, à votre mère, père, peu importe, de porter ses courses dans les 3 étages de l'immeuble, certes, vous allez le faire par gentillesse, mais d'un autre côté, vous aurez empêché cette personne de s'exposer à une épreuve. Et l'homme avec un grand H, l'être humain, se définit par ses épreuves. Il se définit parce qu'il apprend des épreuves. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Et l'hormèse fonctionne comme ça. Votre système musculaire fonctionne comme ça. Il n'y a que surcompensation. Peu importe où l'on regarde, si l'on comprend la vie, on comprend qu'il n'y a que surcompensation face aux événements stressants. Donc comment ça se traduit tout ça ? Historiquement, comment on a découvert notre hormèse ? Eh bien, il faut remonter à Mithridate et la mithridatisation. Mithridate IV, pour être plus précis, c'était un roi qui a été célébré par Cels, l'un des pères de la médecine antique. Et notre ami Mithridate s'injectait pour se rendre immortel par rapport aux poisons et aux empoisonnements qui étaient vraiment monnaie courante à l'époque. Il s'injectait des petites doses de poison régulières dans son corps. Et il s'est rendu résilient au fil du temps face à ces poisons, et donc il a été très difficile à tuer par rapport à ça. Donc une stratégie qui a payé. Alors il y a toute une histoire après par rapport à sa femme, à Néron, à la femme de Néron plutôt, qui était la maîtresse de Sénèque. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'histoire et dans les recherches sur Internet que vous pourrez faire, c'est très intéressant. Mais cette première trace de l'hormèse, on la trouve donc chez Mithridate, et ce principe, qui n'est pas à confondre avec l'homéopathie, puisque l'homéopathie c'est une dose tellement infime qui ne provoque pas de processus hormétique, et qui joue plus sur le côté informationnel. Donc c'est que de l'information que l'on donne, on joue sur le côté micro et pas macro de l'information. Il n'y a pas de hiérarchie d'importance selon moi. Les deux sont extrêmement importants. Et de plus en plus, on se rend compte à quel point le côté informationnel a son mot à dire
est très important quand on transmet, quand on ingère quelque chose, quand on interagit avec le monde, tout comme le macro, tout comme les molécules que l'on connaît, tout comme voilà, tout ce dont on parle constamment, beaucoup autour évidemment de l'alimentation, de la supplémentation, des compléments alimentaires, etc. Mais pas que. Bref. Pour faire suite à cette histoire, il faut ensuite aller voir du côté de l'Allemagne avec Hugo Schulz, qui était un toxicologue, qui en 1888 se passionne justement par l'administration de petites doses de poison pour voir à quel point ça stimule la croissance de ces levures. Donc il faisait croître des champignons avec des petites doses de poison. Ça faisait réagir leur système. Et comme ça, on a compris que des petites doses de stress faisaient comme des piqûres pour provoquer une croissance. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi du côté de l'hygiénisme et de la naturopathie. C'est-à-dire que on part du principe, et c'est ce que beaucoup de gens appellent la xénohormésis, c'est-à-dire l'hormèse externe, qui va être induite par l'ingestion d'une molécule toxique à haute dose, mais qui, de manière contrôlée, peut être bénéfique au système. Et c'est pourquoi, selon certaines théories, le curcuma, la curcumine du curcuma, certaines épices, le gingembre, les rhizomes, mais aussi les plantes, mais aussi les lectines, mais aussi ce qu'on trouve dans certains végétaux et certaines graines comme les oléagineux, comme l'acide phytique ou d'autres choses, qui ont des vertus, des processus anti-enzymatiques, donc bloquer votre digestion de certains aliments, etc. On sait que le radis noir, le romarin, et certaines plantes médicinales ont des phénols et d'autres molécules qui peuvent être toxiques, hépatotoxiques, donc toxiques pour le foie ou d'autres organes de l'organisme, mais à petite dose, par exemple dans une tisane ou dans votre assiette, vont provoquer des réactions vertueuses. Et c'est pourquoi on verrait des réactions complètement disparates d'un individu à l'autre par rapport à l'ingestion de certains légumes. Et là, la notion de terrain, si chère aux naturopathes, entre en jeu. C'est-à-dire, peu importe la substance que vous ajoutez dans l'équation, tout dépend dans quel terrain vous plantez la graine. Tout dépend du substrat. En tout cas, du contenant. Et on comprend bien, si vous avez fait un potager à la maison, vous savez très bien que la terre du voisin est différente de la vôtre, l'ensoleillement, l'enrichissement de la terre, est-ce que vous avez amendé la terre? Tous les gens qui ont fait un petit peu des notions de permaculture vous le diront. C'est bien beau de vouloir mettre des tomates ou peu importe, du maïs dans votre terrain, mais contrôlez le pH de votre terrain. Il faut savoir sur quel pied danser, il faut savoir quel terrain vous avez. Et vous n'avez pas le même terrain chez un individu de 20 ans qui vit en France, comparativement à un Chinois de 80 ans qui vit au fin fond de sa cambrousse. Comparativement à un Africain ou une Africaine de 60 ans. Et encore, ça va être quelque chose de différent pour un Brésilien de 35 ans. Nous avons tous des différences de terrain, nous avons tous des microbiotes, donc quantité de bactéries et de virus en nous différentes. Et un aliment ajouté dans ce système aura une résultante complètement différente d'un individu à l'autre. Donc ce principe de terrain est vraiment central dans la naturopathie, il est extrêmement important de le prendre en compte, parce que là encore, si vous ne me prenez pas en compte, vous risquez
d'être mené par le bout du nez et de tomber dans le dogmatisme à écouter ce qu'on essaie de vous vendre, des formules toutes faites du genre le régime un tel ou je sais pas moi, quelque chose diet. C'est one size fits all. C'est la taille unique. Ça fonctionne pour tout le monde. Et c'est le régime qu'on devrait tous suivre toute notre vie. Alors, il y a des grandes modes, régime cétogène, carnivore, etc. Faites attention à tout ça. Encore une fois, allez chercher les principes, contrôlez tout ça avec votre propre expérimentation et tirez-en les bonnes conclusions, tout en sachant que ces conclusions sont toujours éphémères. Et que peut-être l'année prochaine, vous reverrez votre copie. Ça, c'est extrêmement important à garder à l'esprit. Donc, il y a cette dose de poison dans les régimes qui peuvent être intéressants à intégrer et à comparer avec notre notion d'hormèse, donc des petites doses de poison, des petites doses de choses toxiques qui pourraient stimuler l'organisme. Et puis, il y a aussi la raréfaction, si on reste dans le domaine de l'alimentation, avec le jeûne intermittent, c'est-à-dire que raréfaction de nourriture, ponctuelle, cette fluctuation, et non pas une alimentation constante du jour au jour, vraiment du matin où on se lève au soir où on se couche, des individus qui grignotent toute la journée, c'est contre nature. Et notre système est beaucoup plus équipé pour connaître l'intermittence, c'est-à-dire une plage horaire où il n'y a pas d'aliments et une plage horaire où on s'alimente. Alors là encore, selon les personnes, la plage horaire de non-alimentation, donc de jeûne, peut être de 8 heures, de 12 heures, de 16 heures, voire plus. Ça, c'est vraiment propre à votre physiologie, propre à vos besoins actuels, propre à votre niveau d'activité physique, intellectuelle également. Ça dépend d'énormément de facteurs. Tout comme le contenu de l'assiette. Mais force est de constater qu'on a tous besoin de cette intermittence, de cette volatilité dans nos rythmes alimentaires également. Dans les prochains épisodes, on élargira ça sur d'autres concepts et de toute façon, l'hormèse va de pair avec ce concept d'antifragilité qui est plus large, qui s'adapte au système complexe. Donc j'y reviendrai au travers de la respiration, des exercices physiques, de l'exposition au froid, de l'exposition au chaud, et de toutes les petites techniques qu'on peut implémenter dans son quotidien pour nager dans le sens du courant de sa physiologie. Et arrêter d'être métaboliquement insultant. Ça, c'est essentiel à comprendre, c'est que le monde que l'on nous propose, où nous sommes tous fragiles, où nous sommes tous des Damoclès, vraiment avec une épée de Damoclès au-dessus de nous, est non seulement faux, mais en plus est insultant contre la magnifique antifragilité de nos systèmes, de notre système, de nous. Nous sommes antifragiles. Nous ne sommes pas fragiles. Nous ne sommes même pas robustes. Nous sommes antifragiles. Et on va bénéficier de cette volatilité. On va bénéficier des aléas, du côté hasardeux, en fait, de notre existence. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Il faut embrasser tout ça. Et non pas en avoir peur. Vraiment, le but de ce podcast, et je vais terminer là-dessus, le but de l'antifragilité, c'est de prendre vraiment parti, vraiment d'aller à contre-courant de ce qu'on vous propose, qui est simplement l'éviction du stress. Et moi, je vous dis, n'évitez pas le stress, devenez simplement bon à apprendre à le gérer. C'est ça, l'antifragilité. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.